Bienvenue chez Ask Stago, le podcast fournissant des réponses d'experts à vos questions d'experts en hémostase. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ask Stago, je suis Cécile Ourquet et pour aujourd'hui j'ai une petite surprise puisque Audrey Carlo, ma co-animatrice habituelle de cette émission, est notre invitée. Nous parlerons de certains concepts et idées que nous voyons de plus en plus, la valeur de l'information diagnostique. Bonjour Audrey, merci de partager un peu de ton expertise et de ton point de vue avec nous aujourd'hui. Tu t'occupes principalement des études qui sont en cours chez nous à Stago, mais tu es aussi active au sein du groupe de la MedTech Europe. Sur ce sujet. Cécile, en effet, je suis un peu confuse aujourd'hui et un peu dans une situation bizarre de ne pas animer l'émission avec toi, mais d'être dans le fauteuil de l'invité. Mais c'est vrai qu'on peut jouer le jeu parce que c'est des sujets qui me tiennent à cœur et aussi effectivement vis-à-vis de mon engagement auprès du syndicat qui nous représente auprès de l'Europe. Alors Audrey, comme d'habitude, la première question, afin que nous soyons tous au même niveau, c'est qu'est-ce que l'évaluation des technologies de santé que nous appelons souvent HTA? Alors oui, HTA signifie Health Technology Assessment, donc en français effectivement c'est évaluation des technologies de santé. En pratique, il s'agit de l'évaluation et de l'appréciation systématique des propriétés et performances et même des effets d'une technologie de santé. Et une technologie de santé, c'est par exemple des dispositifs médicaux, des implants, des médicaments, tout ce qui va être programme de prévention des maladies et bien sûr, pour ce qui nous concerne le plus chez Stago, mais aussi dans notre activité tous les jours, c'est les procédures de diagnostic et les tests de diagnostic in vitro. D'accord. Et quel est l'objectif réel de cette évaluation? Alors l'objectif principal, c'est de prouver les avantages de l'utilisation ou la mise en œuvre de la technologie. Premièrement, je dois dire que l'évaluation est en général réalisée par un organisme indépendant, la Haute Autorité de Santé, la HAS en France, le National Institute for Care Excellence ou NICE au Royaume-Uni par exemple. L'équipe qui a en charge cette évaluation rassemble toutes les preuves disponibles sur la technologie évaluée, qu'il s'agisse de données publiées, de résultats d'essais randomisés contrôlés, de données dites de la vraie vie ou phase 4 pour les médicaments. Et donc l'équipe après examine le tout pour déterminer l'effet à court, moyen et long terme de la technologie. Et je suppose que le mot indépendant de cette évaluation ici est très important pour s'assurer qu'elle reste objective, car elle implique de grandes décisions, n'est-ce pas? En effet, le rapport va te permettre de donner une recommandation quelque part sur l'acceptabilité de l'utilisation de la technologie de santé, sur quelle catégorie de patients ou de personnes, et dans quelles conditions. On en a finalement pas mal entendu parler pendant la crise Covid-19 avec les vaccins et les traitements, par exemple. La recommandation, elle aura un impact sur l'approbation du produit par les autorités sanitaires après sur les marchés, et donc également aussi sur le niveau de remboursement et de couverture qui pourrait être atteint. Et donc effectivement, toute l'évaluation et l'indépendance de cette évaluation avec l'idée d'avoir le bon outil pour le bon patient au bon moment et au bon coût, tout ça vraiment a une importance d'indépendance évidente. Et comment cela s'applique vraiment au secteur du diagnostic in vitro? D'abord, on va penser à des tests ou des technologies innovantes. Là, à nouveau, on va pouvoir reprendre l'exemple de la crise du Covid-19 avec les tests de diagnostic moléculaire, la fameuse RT-PCR, les tests antigéniques, les tests rapides en laboratoire, en pharmacie. C'est très complexe et donc les évaluations HTA sont faites par chaque organisme pour établir une éventuelle complémentarité des tests les uns par rapport aux autres, selon le contexte. Donc, si j'ai bien compris, le but, c'est de sortir du simple résultat donné par le test et de savoir aussi en quoi il peut être plus bénéfique ou, on va dire, utile dans certains cas ou certaines situations. C'est bien ça? C'est tout à fait ça, Cécile. Dans notre secteur de l'hémostase, on peut penser aussi au dosage des anticoagulants oraux directs, les AOD. Il y a beaucoup de littérature sur ce sujet qui montre que si ces médicaments ne doivent pas être suivis au quotidien, le fameux monitorage que l'on peut faire avec les antivitamines K par INR, il reste nécessaire de doser les AOD dans certaines situations cliniques ou chirurgicales. Et donc, c'est exactement ce que les organismes indépendants sont censés émettre, des recommandations sur le test à utiliser et dans quel contexte. Audrey, tu parles beaucoup de choses assez récentes et innovantes ici. Est-ce que je dois comprendre que pour tous les tests de diagnostic in vitro déjà existants, depuis plusieurs années, voire décennies, cette évaluation HTA n'est pas pertinente et que plus personne ne se soucie vraiment de l'organisation de leur utilisation? Bien sûr que non. En fait, il s'agit effectivement beaucoup de la notion d'innovation, mais on va garder à l'esprit aussi la tendance des systèmes de santé à regarder la valeur de l'offre de soins, ce qui a été notamment décrit par Michael Porter en 2006, ou Michael Porter si on parle à l'américaine. Il s'agit essentiellement de l'idée de maximiser la qualité et les résultats favorables pour le patient par unité de coût. Monsieur Porter l'a présenté comme un moyen de permettre aux organismes de santé et aux organisations d'être plus pérennes,
puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le système est sous pression constante, pression de budget évidente dont on entend toujours parler dans les médias, mais aussi un besoin qui augmente avec le vieillissement des populations, les maladies chroniques qui sont de plus en plus nombreuses, etc. Ok, bon, tout ça a l'air plutôt sensé en fait, hein. Mais n'est-ce pas un peu un argument marketing, et je suis bien blasée pour le dire, hein, pour vendre des produits à des prix plus élevés? En fait, je veux dire, Michael Porter est très célèbre, hein, mais aussi très célèbre pour être un consultant stratégique pour les entreprises. Et ce que tu dis là, Cécile, finalement, c'est quelque chose qu'on peut entendre assez souvent dans les échanges qu'on peut avoir avec nos clients ou prospects. Imagine le dosage des dédimères pour l'exclusion d'une maladie thromboembolique veineuse. Si sur une simple prise de sang, tu peux exclure en toute sécurité cette maladie et donc ne pas avoir besoin d'un scanner avec les coûts associés, le stress pendant l'attente, la douleur éventuelle lors de l'injection des produits contrastants, est-ce que tu préfères pas en avoir juste que cette prise de sang et le test? Et en plus, là, dans ce contexte-là, en plus d'éviter le coût du scanner, ça peut aussi offrir l'opportunité à un autre patient qui en a vraiment besoin d'avoir un accès plus rapide à ce scanner parce qu'il n'est pas embolisé par des patients qui peuvent être pris en charge différemment. Et donc, nous revenons, comme tu l'as dit, au principe selon lequel l'information diagnostique apportée par le test a un impact au-delà du simple résultat du laboratoire. Et oui, Cécile, c'est le fameux concept de valeur de l'information diagnostique ou Value of Diagnostic Information, VODI, qui a été publié par Victoria Vercel en 2019. Ça vient du constat que sur l'ensemble des dépenses de santé, les tests de diagnostic in vitro représentent en général 2 à 3% du budget total, alors qu'ils induisent presque 70% des décisions médicales. Et tous ces chiffres-là sont soutenus par plusieurs études publiées à travers l'Europe, le Royaume-Uni ou même l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Cependant, quelque part, les budgets du laboratoire et des tests de diagnostic sont souvent un peu négligés et pour être honnête, c'est vraiment pas la préoccupation principale de beaucoup de gens. Ou du moins, ça ne l'était pas jusqu'à la crise Covid-19 où là, finalement, pour la première fois, les tests de diagnostic sont venus sur le devant de la scène avant tout traitement ou vaccin. Ah oui, c'est très intéressant pour nous car nos familles comprennent enfin ce qu'on fait. Mais dis-nous en plus sur le concept de la valeur des informations diagnostiques, VODI. Alors en fait, ça explique que le résultat du test n'est pas seulement une question de poser un diagnostic à un patient par le médecin. Bien sûr, c'est utile pour cela, pour sa prise en charge, mais c'est le point de départ. Pour le patient, c'est aussi une façon pour lui d'avoir des informations sur ses résultats et de lui donner un peu le pouvoir sur sa prise en charge et la façon dont il va adhérer à son traitement, son suivi. Si tu te rappelles, on a déjà échangé ensemble avec des médecins. Quelque part, ils te soutiennent souvent que le patient bien informé respecte mieux son traitement ou son parcours de soins. Et je suppose que nous pouvons élargir le concept aux établissements de santé et même à la société civile, voire au système de santé, comme on disait tout à l'heure. Oui, c'est tout à fait cela. Le concept de VODI est là pour montrer que l'investissement dans les outils de diagnostic in vitro peut être clé pour développer des soins de santé plus efficaces et efficients et aider à une meilleure prise en charge de la santé et de la maintenir abordable pour tous les patients. Ainsi, pour les établissements de santé, la valeur de l'information diagnostique résidera dans l'efficacité opérationnelle, les fameux tableaux de bord dont on entend parler toujours, les coûts opérationnels, etc. Et pour la société civile, chacun d'entre nous, utiliser le bon test pour le bon patient au bon moment peut permettre de réaliser des économies, bien sûr, mais surtout éviter des événements indésirables grâce à une meilleure prise en charge. Audrey, j'ai l'impression qu'on pourrait encore parler longtemps de ce sujet. Oui, c'est vrai, je plaide coupable. J'avoue, je suis un peu passionnée par le sujet. D'abord parce que, évidemment, comme étant employée d'une société fabriquant des tests de diagnostic in vitro, je pense que nous avons un rôle clé à jouer pour mettre en avant la valeur de nos tests et pas seulement en parlant de zone de linéarité ou d'interférence, mais en expliquant ce que ça va apporter. Moindre dilution, moindre prélèvement sur les patients, etc. Et puis, tout ça, ça va permettre d'aboutir à un résultat plus rapide et à une efficacité opérationnelle augmentée. Mais j'avoue que je suis aussi un peu passionnée parce que, en tant que citoyenne, je pense que c'est le moyen ultime pour assurer l'accès aux soins pour le plus grand nombre en utilisant le bon test pour le bon patient au bon moment. J'y reviens, mais c'est vraiment important de pouvoir, à mon avis, partager les budgets et les moyens. Eh bien, merci Audrey. Nous devons nous arrêter ici. Tu le sais, c'est la règle, mais j'espère que ton engagement et ta passion ont été perçus par nos auditeurs aujourd'hui. Il est temps pour nous de terminer cet épisode. Comme d'habitude, vous trouverez les références bibliographiques utiles dans la barre de description du podcast. N'hésitez pas à nous contacter à ask@stago.com pour challenger nos équipes et proposer le prochain sujet. Merci à tous pour votre écoute. La suite au prochain épisode. Merci pour votre écoute. Ce podcast vous est proposé par Diagnostic Astago. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn ou Twitter et de vous abonner à la série de podcasts Ask Astago sur votre plateforme préférée. Diagnostic Astago, Diagnostic is in our blood.